Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou! Bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être aujourd'hui dédié aux émotions. Alors les émotions, c'est tout un monde qu'on nous apprend pas beaucoup à décrypter, à comprendre, à traverser. On nous apprend pas beaucoup à vivre avec nos émotions. Dans l'enfance, on aurait plutôt tendance, alors je fais un peu des généralités, mais globalement, dans notre société, les émotions sont pas forcément très bien perçues. Les émotions sont perçues comme étant réservées aux enfants. Il y a quelque chose de très enfantin à exprimer une joie immense ou à pleurer devant du monde. C'est les bébés qui pleurent, les enfants. Oh, pleure pas, t'es pas un bébé. On a tous entendu ça en grandissant. Quand on est en colère, ça se fait pas, on va pas se mettre en colère, enfin. Il y a quelque chose, il y a une forme de... On a grandi avec une forme de jugement posé sur nos émotions. Et donc en fait, il y a une part de nous, chez beaucoup d'entre nous, qui considèrent, même si c'est pas forcément conscient, qui considèrent que les émotions c'est inapproprié en fait, que ça a pas sa place, que c'est inutile, que c'est juste dérangeant et qu'il faut apprendre à les contrôler, à les gérer. Souvent c'est ce qu'on va me dire. Je suis submergée par mes émotions, je voudrais apprendre à les gérer, je voudrais apprendre à les contrôler. Alors moi je sais pas faire ça et j'ai pas envie de faire ça non plus. Pourquoi ? Parce que pour moi, une émotion, c'est avant tout une information. C'est une information sur un état émotionnel dans lequel on se trouve. Et si on l'écoute, cette émotion, si on écoute l'information qui va avec l'émotion, et finalement, elle n'a pas besoin de perdurer dans le temps. Sinon, ça fait un effet un peu cocotte-minute, tu vois. Si on prend un verre d'eau, l'équivalent d'un verre d'eau, que tu mets dans une casserole, ça représente toujours 20 centilitres d'eau, t'allumes le feu, ça va commencer à bouillir, l'eau va changer de forme, elle va commencer à faire des bulles, à s'évaporer, à faire de la buée sur le mur. Mais il va pas se passer grand-chose, si ce n'est que il y aura peut-être un peu de buée, ce sera un peu chiant, puis après la casserole sera vide. Maintenant, tu prends la même chose avec une cocotte minute que tu fermes. C'est toujours 20 centilitres d'eau, c'est exactement la même quantité. Donc, si on imagine que cette quantité d'eau représente une émotion, quelle qu'elle soit, dans la cocotte minute, arrivé au bout d'un moment, le fait de ne pas laisser la vapeur, quand le feu s'allume, s'évacuer de la cocotte minute avec le couvercle fermé, ce que ça fait, c'est que ça vient mettre de la pression. Ça vient mettre une pression immense dans cette cocotte minute et possiblement, si à un moment donné on ne relève pas le petit bitonio là, j'ai cette image de cocotte à l'ancienne où il y a un petit bitonio qui se relève en sifflant pour évacuer le trop plein de vapeur, et en fait c'est une bombe à retardement, la cocotte minute, et à un moment donné elle va exploser parce que la pression de cette eau, la cocotte minute pourra plus la contenir. Donc ça a l'air disproportionné, ça a l'air démesuré, ça a l'air énorme, et d'une certaine manière ça l'est. Sauf que on parle l'émotion en elle-même n'est pas différente. Elle est plus sous la même forme, et les conséquences qui vont avec ce changement de forme, là, c'est pas la même chose. Maintenant, une émotion, de l'eau qui reste froide dans son verre ou dans une casserole où l'ébullition peut se faire à l'air libre, ou une cocotte minute où l'ébullition va se faire en mode fermé, tu vois bien que les conséquences et ce qui se passe, c'est pas la même chose. Pour autant, on parle toujours exactement de la même émotion, de la même quantité à la base. Donc pour moi, les émotions, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que si tu essayes de contenir, de
contrôler, de ravaler, de gérer, d'ignorer, je ne sais pas quel mot encore je pourrais utiliser comme synonyme, de museler ton émotion, ben finalement, elle va prendre de la vigueur, elle va prendre de la force et elle va se manifester de plus en plus fort parce qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est délivrer son message en gros. Elle veut que tu l'entendes, elle veut que tu l'écoutes, elle veut que une émotion, en fait, faut la laisser vivre, faut la traverser pour qu'elle s'arrête et qu'elle s'apaise, plutôt que d'essayer de la contenir. Et, quand on résiste, il y a ça fatigue, ça crée des tensions. Même si tu regardes au niveau résistance musculaire, pour avoir un exemple qui va être peut-être plus concret, si tu essayes de soulever un poids à bout de bras ou que tu vas résister pour tenir ce poids et ton muscle va se contracter de plus en plus jusqu'à ce que ça fasse vraiment mal et puis à un moment donné, tu vas lâcher et ça va soulager ton muscle. Pourquoi ton muscle au bout d'un moment il tétanise ? Encore exactement de la même manière, le poids que tu soulèves n'a pas changé. Je te donne un autre exemple de la même chose. Parfois ça aide en fait d'avoir... je parle toujours de la même chose mais avec des exemples différents parce que parfois ça aide à appréhender les choses en les accrochant à un concept qui va être différent. Si tu prends un poids quelconque, un poids de 1 kg dans ta main et que tu tends le bras devant toi, c'est pas lourd, tu peux le faire, il n'y a aucun enjeu. Par contre, on en reparle dans 1 heure, et puis dans 2, dans 3, peut-être dans 6 heures si tu es encore là avec ton bras tendu au bout de 6 heures. Ben, on va en reparler. Pour autant, le poids de 1 kg que tu as dans la main n'a absolument pas bougé. Lui, il n'a pas changé d'1 gramme. Ça n'a pas bougé. Le poids que représente l'haltère ou le poids que tu as dans la main ne bouge pas. C'est toi, face à ce poids, et à la résistance que tu mets à vouloir tenir absolument ce poids sans vouloir le poser ou en faire quelque chose ou l'utiliser selon ce que tu as dans la main, peu importe. Mais c'est dans la résistance et dans l'inertie, le fait de plus bouger, de résister et de porter ce truc-là sans bouger, qui va épuiser ton corps, tétaniser tes muscles, etc. Mais en réalité, le poids en lui-même n'a rien à voir avec ça. C'est ta résistance qui va faire ta souffrance, pas le poids. C'est pour ça aussi souvent que je reviens toujours, je tourne toujours autour des mêmes concepts en réalité. Mais tu sais, le contexte, les faits sont neutres. Donc là, le poids dans l'absolu, il est neutre. Genre, si le poids, il est posé devant toi et que tu le regardes, c'est exactement le même poids que tu le regardes, que tu le tiennes dans ta main, que tu t'en serves pour faire quelque chose ou que tu veuilles absolument jamais le lâcher. Ben, ça change pas le poids, ça change pas l'objet en lui-même. Par contre, toi, comment tu vas vivre ça ? Est-ce que l'accumulation va donner ? Eh ben, c'est là que ça va tout changer. Ben, pour moi, les émotions, c'est exactement la même chose. Donc, plus tu sauras écouter tes émotions au moment où elles se produisent, moins elles auront besoin d'être énormes. Alors, qu'est-ce qui va faire que parfois on se laisse, on se fait submerger, ou on sent qu'on va être submergé par une émotion et du coup on la ravale. Souvent on va se juger en se disant, mais enfin c'est quand même ridicule, ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Mais ça c'est normal, c'est la définition même d'une émotion. Une émotion, ça n'a absolument rien de logique, ça n'a absolument rien de rationnel. C'est pas le même langage, c'est pas géré par la même partie du cerveau. Dans le développement humain, le premier cerveau à se développer et à être mature, c'est le cerveau reptilien. C'est le cerveau qui va gérer un peu les réflexes du corps, les réflexes archaïques et qui va déclencher le mode survie. C'est ce cerveau-là qui fait que ton cœur bat, que tes poumons s'actionnent pour la respiration, que ta circulation sanguine se fait, que tu mets un pied devant l'autre sans y réfléchir spécialement. Toutes ces choses assez inconscientes et un peu réflexes automatiques, c'est le cerveau reptilien qui gère ça. Et il prend le dessus. C'est lui qui passe par-dessus les autres. Arrivé à un moment donné, il prend le dessus. Si tu as déjà eu envie de faire pipi au point de plus pouvoir te tenir, tu peux même plus écouter quelqu'un en fait, à un moment donné. Quand tu as vraiment envie de faire pipi, tu penses plus qu'à une seule chose, faire pipi. Et au bout d'un moment, ça te bouffe. C'est-à-dire que
ça vient t'empêcher de parler, t'empêcher d'écouter, et je crois qu'arrivé à un certain moment, on serait capable de se défroquer au milieu d'une foule pour faire pipi tellement on n'en pourrait plus, quoi. Parce que le cerveau reptilien, lui, ça se fait pas, est-ce que je vais avoir la honte, alors là il est carrément sur un autre délire, lui. En jeu de survie, il faut absolument que les fonctions vitales du corps, on y réponde. Donc là il y a un moment donné où quand il prend le dessus, il y a plus aucun recul, plus aucune réflexion, on est dans du réflexe archaïque. C'est lui qui s'active aussi quand il y a un danger, qui va faire que tu vas te mettre à courir comme un ouf ou avoir certains réflexes. Ça, c'est le cerveau reptilien. Le cerveau qui se développe par la suite, c'est le cerveau limbique. Donc le cerveau limbique, lui, c'est lui qui s'occupe de la partie émotionnelle, on va dire. Je simplifie un peu, s'il y a des scientifiques qui écoutent et qui s'arrachent les cheveux, j'essaye d'être pédagogique et je ne suis pas une experte en corps humain, en cerveau, etc. Mais je schématise un petit peu, mais dans les grandes lignes du fonctionnement, ça reste quand même un peu simpliste, mais pour autant, c'est pas non plus n'importe quoi. Donc le cerveau limbique gère la partie plutôt émotionnelle. Sa fonction va être le stockage émotionnel, on va dire. Et c'est un petit peu comme si, jusqu'à 7 ans, c'est ce cerveau-là qui fonctionne, et c'est comme si pendant les 7 premières années à peu près, finalement ce cerveau limbique va se remplir, à force d'expérience, etc., de données émotionnelles qui vont s'engranger dans ce cerveau limbique comme une grande base de données dans laquelle par la suite on va piocher, ça va être notre référentiel, notre historique émotionnel. Et donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'avant 7 ans, et c'est aussi pour ça qu'on dit souvent que c'est l'âge de raison, 7 ans, parce que c'est le moment où le cerveau, avec le néocortex et tout ça, le cerveau avec l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, celui qui va gérer la partie réflexion, logique et imagination, etc., tout ça, n'est pas fonctionnel complètement fonctionnel avant 7 ans. Et d'ailleurs, dans l'ordre, c'est d'abord la partie droite du cerveau qui va arriver à maturation d'abord, puis le gauche. C'est aussi pour ça que les enfants ont beaucoup d'imagination, parce que l'hémisphère droit du cerveau gère la partie gauche du corps, qui est la partie créative, avec l'imagination, etc. Et on voit que les enfants, c'est très développé, et il n'y a pas encore ce frein. Peut-être que parfois la logique et le rationnel et le côté plus structuré, plus logique de l'hémisphère gauche apportent par la suite. Donc on voit que les enfants au départ sont pure émotion. En gros, c'est comme si jusqu'à 7 ans, ils ne savaient pas traiter l'information autrement qu'émotionnellement. Tout est vécu en pure émotion, avec zéro recul mental, parce que le mental, justement, n'est pas encore mature. Donc, selon ce qu'on a pu vivre émotionnellement, ça va faire notre base de données. Et finalement, quand des émotions nous arrivent à l'âge adulte, on peut aussi imaginer ça un peu comme si c'était une réplique de la secousse d'origine, comme si ça venait faire résonner un souvenir, comme si ça venait activer le diapason de ce souvenir-là. J'entendais, je lisais dans un bouquin l'autre jour, l'image qui était donnée, c'est comme si comme si on avait des bleus, pour peu que les émotions aient été douloureuses, c'est comme si on avait des bleus, et que finalement les événements de la vie, au cours de toute notre vie, appuyaient sur ces bleus. Et du coup, ça fait mal. Mais ce qui fait mal, c'est pas tant le geste ou ce qui est en train de se passer, c'est le fait que ça appuie sur un endroit douloureux. C'est aussi ce que j'explique quand je dis que le contexte est neutre, c'est que je dis que ça vient appuyer sur des plaies qui sont déjà là. Si on t'appuie sur le bras, mais que t'as pas mal au bras, on t'appuie sur le bras, et puis ça va pas te faire grand-chose. Peut-être même que ça te fera plaisir parce que tu verras un geste d'attention. Mais si t'as une plaie béante sur le bras au moment où on te saisit le bras, ça va pas faire pareil, quoi. Mais le geste est toujours le même, comme notre histoire de poids d'1 kilo, comme notre histoire de 20 centilitres d'eau, et comme nos histoires d'émotions. Finalement, les émotions, c'est aussi simple que ça, elles viennent donner une information. Et parfois, cette information est l'écho d'une information, d'une émotion passée qui n'a pas été entendue. Parce qu'on nous a dit pleure pas, t'énerve pas, n'aie pas peur, voilà. Ou arrête de rire comme ça se fait pas, c'est vulgaire.
ce genre de réflexion, où on va avoir appris à pas écouter nos émotions. Alors finalement, les émotions, elles ont aussi un fonctionnement par rapport il y a un rapport temporel aux émotions. Quand on ressent de la tristesse, c'est plutôt une émotion qui est tournée vers le passé. C'est plutôt quand on est tourné vers le passé, quand on est dans des souvenirs ou quand on ressasse des choses du passé, qui vont faire monter de la tristesse. Tout ce qui va être colère et joie d'ailleurs, c'est de l'instantané, c'est de l'instant présent. On va ressentir de l'énervement parce que finalement, l'énervement, la colère, va être déclenchée par quelque chose qui se passe maintenant. Tout ce qui va être plutôt peur, angoisse, stress, etc., c'est plutôt une émotion qui va se déclencher quand on regarde vers le futur. C'est quand on va imaginer ce qui pourrait bien se passer que là, on va avoir de la peur. Donc c'est un peu comme dans cette, j'allais dire chronologie, mais dans cet espace temporel, c'est un peu comme ça que ça se découpe. Donc si tu es quelqu'un qui a tendance à être beaucoup tourné vers le passé, tu vas être quelqu'un plutôt de triste. Si tu es quelqu'un qui est plutôt toujours au coup d'après, toujours à regarder vers l'avant, il va y avoir une certaine tension, un certain stress, une certaine peur, angoisse. Je te donne différents degrés, je te donne du vocabulaire émotionnel. Et si tu es dans l'instant présent, c'est là où tu vas être joyeux ou en colère. Et en fait, donc, l'idée c'est qu'elles ont un message. Donc l'idée c'est d'aller comprendre le message qui est derrière, d'en tenir compte pour que l'émotion, en fait, l'idée c'est pas qu'elle s'arrête ou c'est pas de vouloir ne plus ressentir de colère. J'aimerais bien ne plus ressentir de colère quand on me marche sur les pieds et qu'on me respecte pas. Ben non, en fait, tu vas apprendre à te respecter toi, à te faire respecter ensuite et la colère n'aura plus de message à délivrer. En fait, c'est ça pour moi la clé. L'idée c'est pas de vouloir contrôler, gérer, contenir ses émotions, c'est de pouvoir comprendre ce qui les déclenche et de venir agir sur la cause, sur ce qui déclenche l'émotion pour arrêter d'y être exposé en gros. La colère, ça vient toujours parler de respect et d'intrusion de territoire. Il y a toujours un enjeu comme ça, territorial. Ce qui va te mettre en colère, c'est qu'on ne respecte pas tes limites. Que ce soit des limites territoriales, physiques, si on se met trop près de toi, tu peux sentir la colère monter. Mais comme on est bien élevé, qu'on n'est pas des sauvages et que la colère, ça se fait pas, on va pas le dire. Parce qu'en fait, la colère, avant tout, c'est de l'énergie de vie, c'est du positionnement. Et en fait, la colère, dans cette définition d'être de l'énergie de vie, c'est du positionnement, c'est de la fermeté. Mais à aucun moment, c'est de l'énervement avec des cris et potentiellement de l'agressivité et de la violence. Juste dire « Excusez-moi, vous êtes trop près, je vais vous demander de reculer ». Ou de dire non, j'ai pas envie, ou oui, avec plaisir, c'est de la colère. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est du positionnement. Et si on est à l'écoute de ce qu'on a envie, pas envie, et qu'en fonction de ça, on sait dire oui et on sait dire non, on n'a pas besoin de se mettre en colère en fait. Puisque les limites ne sont pas dépassées, puisqu'on les a posées. Mais si on ne sait pas poser ses limites, peut-être parce qu'on ne sait même pas ce qu'on a vraiment envie, pas envie, on a l'habitude de faire plaisir aux autres, on se rend même plus compte qu'en fait on n'avait pas envie, ou on croit qu'on n'a pas le choix, qu'on est obligé, alors qu'en fait on pourrait dire non, mais oui, mais ils vont être déçus. Oui, mais soit ils vont être déçus, soit toi tu vas être en colère, donc qu'est-ce que tu choisis ? Et il y a des jours où c'est ok en fait de faire même à contre-cœur, de dire je le fais pour eux, ça fait plaisir, mais c'est un vrai choix et du coup ça ne met pas en colère, si c'est un vrai choix. Parce que du coup, il n'y a pas un manque de respect de limites, puisqu'on était libre de dire oui ou de dire non. On s'est rendu libre de dire oui ou non. Donc c'est ça pour moi, la seule gestion émotionnelle qui vaille. En fait, c'est pas de s'attaquer à l'émotion en elle-même, mais d'aller s'attaquer à ce que ça cache, au message que ça délivre et au besoin qui est sous l'émotion, qui n'est pas entendu. Quand on a peur, on a besoin d'être rassuré. Quand on est en colère, on a besoin d'être respecté. Quand on est triste, on a besoin d'être consolé. Et d'être consolé, c'est ça. Et en fait, on a perdu, ou peut-être que, je dis on a perdu comme si on avait eu, mais peut-être qu'on n'a jamais eu, l'habitude, on sait même pas, on n'a pas assez de vocabulaire, je trouve, sur les émotions. Souvent, je sais pas, moi, ça nous arrive à tous les jours, tu croises quelqu'un, ah salut, ça va, ouais, ça va et toi ? Ouais, ça va. Et donc, ça va, mais ça veut rien dire. Et
on pourrait dire dans ce ça va, si c'est un vrai ça va, parce que des fois c'est des ça va qui cachent le ça va pas du tout, mais j'ai pas envie d'en parler, ça c'est autre chose. Mais imaginons que ça aille vraiment. Ça va vraiment. Ça va, ça veut dire quoi? T'es content? T'es joyeux? T'es enthousiaste? T'es euphorique? T'es confiant? C'est quoi en fait le mot? Parce qu'il y a plein de subtilités, et pour ça la langue française, elle a des côtés très très chiants, mais elle a aussi des côtés qui sont quand même extrêmement riches, et il y a du vocabulaire quand même très riche, et on va être assez pauvre souvent au niveau vocabulaire émotionnel. Alors bon, je vais faire un petit bruit de papier, je vais déplier un poster. Je te conseille la lecture, si tu veux en savoir plus sur le monde émotionnel, je te conseille la lecture, désolée pour les bruits parasites de papier, des BD de Artmela. Il y en a 3, c'est sur les émotions. Il y a 3 tomes, c'est sous forme de petites BD très enfantines, très pédagogues, c'est très mignon, c'est super bien expliqué, c'est hyper simple, c'est vulgarisé comme j'aime, et donc j'ai ces 3 BD, et en fait il y avait, j'ai reçu avec des posters d'une page où en fait elle vient mettre un peu, là c'est la carte des émotions, et donc en fait c'est un rond qui est coupé, je mettrai l'image et le lien pour les BD dans la description de l'épisode. C'est un rond qui est coupé en 4 quarts, quoi. C'est coupé verticalement entre un mouvement de fermeture, de fermeté, de saccade, de quelque chose de dur. Donc on voit un glaçon qui est dessiné. Et de l'autre côté, sur la droite, il y a de la souplesse, de l'ouverture. Donc on voit de l'eau là qui sort par une porte ouverte ou une fenêtre. Et puis de haut en bas, en haut, on va avoir des mouvements qui vont être amples, qui vont aller vers l'extérieur. Et puis dans le bas du cercle, on va plutôt avoir les mouvements faibles qui vont plutôt se jouer vers l'intérieur. Et en fait, la colère, la joie, la peur, la tristesse sont répartis dans ces quarts-là. Donc la colère, par exemple, elle est en haut à gauche, donc elle est soit plutôt vers le haut, donc plutôt dans un mouvement ample vers l'extérieur, soit quand on redescend dans ce quart-là, dans quelque chose de très ferme, de très dur et de très fermé. Donc la colère, elle va être soit extériorisée et bouillonnante, soit très froide et très dure. Donc là, il y a tout un tas de mots pour dire qu'on est en colère, parce que ça va pas, on va dire, imaginons que c'est plutôt, ça va pas, ça veut dire quoi? T'as peur, t'es triste, t'es en colère, et dans la colère, il y a tout un tas de vocabulaire, je vais te lire les mots qu'elle donne. On a ulcéré, enragé, furieux, jaloux, exaspéré, en avoir marre, être désabusé, frustré, dégoûté, énervé, envieux, écœuré, agacé, mécontent, contrarié, ronchon, tendu, irrité, consterné, amer, d'humeur noire, plein de haine, plein de ressentiment. Donc, tu vois un peu le nombre de mots qui vont venir décrire un état de tension intérieure, un état de colère. Mais c'est pas la même chose d'être enragé et ronchon, d'être tendu et ulcéré. Il y a des nuances en fait dans tout ça, et plus tu auras du vocabulaire pour décrire tes émotions, plus tu pourras affiner le besoin qui est derrière. Je te redonne un autre exemple avec la tristesse. Alors t'es navré, déçu, peiné, chagriné, en deuil, dépité, lassé, indifférent, ennuyé, mélancolique, malheureux, triste, perdu, seul, désespéré, vide, démoralisé, déprimé, sans élan, impuissant, dépassé, démuni, bloqué, épuisé, fatigué, sombre, abattu, indifférent. Je l'avais peut-être dit déjà, indifférent. Est-ce que tu vois le nombre de mots qu'il y a pour décrire un état de tristesse? C'est pareil pour la peur, c'est pareil pour la joie. Quand t'es en joie, t'es en effervescence, t'es surexcité, en extase, excité, transporté de joie, pétillant, fier, en expansion, enivré, plein d'énergie, enthousiaste, régénéré, ravi, réjoui, gai, motivé, heureux, inspiré, émerveillé, plein d'humour, ébloui, en forme, captivé, concentré, intéressé, etc., etc., etc. Le vocabulaire pour décrire tes émotions va tellement plus loin qu'un simple ça va ou ça va pas. Et je pense vraiment que ça peut être un exercice que de se faire
un peu un tableau comme ça de, de mots, en fait une liste de mots pour décrire de manière plus précise, plus spécifique un sentiment de colère, de joie, de peur, de tristesse ou de sérénité d'ailleurs. Parce que dans la sérénité, il y a le fait d'être à l'aise, d'être neutre, d'être détendu, tranquille, calme, léger, centré, serein. Enfin, en fait, le vocabulaire est aussi vaste que les degrés que tu peux ressentir de peur, de tristesse, de colère, etc. Et ensuite, l'idée, ça va être aussi d'apprendre à aller chercher le fameux besoin qui est caché derrière pour pouvoir répondre à ce besoin-là et ne plus avoir besoin de se mettre en colère pour se faire respecter, de ne plus aller jusqu'à la tristesse ou le désespoir avant de se mettre à faire changer les choses. Par exemple, je donne des exemples comme ça, mais l'idée, c'est que ton émotion, arrête de voir tes émotions comme un problème à résoudre qui plus est. Une émotion, c'est pas un problème à résoudre. Une émotion, c'est une information. Et quand la coupe est pleine, une goutte d'eau, parce qu'en plus symboliquement l'eau c'est les émotions, une goutte d'eau fait vraiment déborder le vase. Donc souvent on va se trouver ridicule, c'est quand même ridicule de réagir comme ça à une situation pareille. Oui, de manière tout à fait logique et rationnelle, ça l'est. Mais, pour rappel, les émotions ne sont pas régies par de la logique, elles sont régies par le cerveau limbique. Il n'est pas logique le cerveau limbique, il est émotionnel. Donc une émotion, par définition pour moi, n'est pas rationnelle, elle n'a absolument rien de logique. Donc trouver qu'une émotion n'est pas logique, j'ai envie de te dire que c'est juste la base. Je prends souvent cet exemple-là, quand tu as peur, même s'il n'y a pas de raison d'avoir eu peur, est-ce que tu t'es trompé? Est-ce que tu as eu tort? Est-ce que tu étais ridicule? Pas forcément. Quand tu fais un cauchemar, que tu rêves que tu es poursuivi par, je sais pas moi, un monstre à 3 têtes qui te poursuit et qui veut te tuer, t'as peur, tu cours, tu pleures. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais si tu fais un très gros cauchemar, tu peux te réveiller avec le cœur qui palpite, peut-être même que t'as crié dans ton sommeil, t'as hurlé, tu pleures, donc tu te réveilles, t'as les yeux tout gonflés de larmes, t'es en train de pleurer, peut-être de crier, tu t'assois dans ton lit en te réveillant en hurlant là, et tout ton corps a vibré cette peur. La peur, elle était réelle, c'est-à-dire que ton rythme cardiaque s'est accéléré, tu as pleuré, t'as crié, tu vois, il y a eu des vraies réactions en chaîne corporelle concrètes de cette peur. Est-ce que tu as vraiment eu peur? Bien sûr que oui. Est-ce que c'était logique? Non, t'es dans ton lit en train de dormir, à quel moment c'est logique? T'es pas en danger. Est-ce que les monstres à 3 têtes qui veulent te bouffer, ça existe et qu'il y avait un réel danger? Non en fait. Mais t'as pas eu tort. Tu t'es pas trompé. T'as ressenti quand même cette émotion-là et qui a eu des répercussions concrètes sur ton corps. Donc, juger tes émotions comme étant inappropriées, disproportionnées, oui, ça va être le cas si tu essayes de les comparer à l'élément qui les a déclenchées. Et parfois, un tout petit truc va déclencher une réaction énorme qui est disproportionnée par rapport à l'événement qui l'a déclenché. Mais s'il y a bien un truc par rapport auquel elle n'est pas disproportionnée, c'est à l'émotion qui existe à l'intérieur de toi ou la blessure, le besoin non écouté et non respecté, non assouvi, qui existe à l'intérieur et qui crée une souffrance. Quand on a un gros chagrin, on pleure plus fort que quand on pleure plus fort et plus longtemps que quand on a un petit chagrin. Donc l'expression de l'émotion, elle est à la hauteur de ce que tu ressens à l'intérieur. C'est le reflet, c'est le message qui te dit « Regarde à quel point c'est pas ok pour toi là, si je reprends la colère. » Si t'es un peu énervé, bon ça va, y a une dame au supermarché qui est un peu trop près de moi, je sens que ça m'énerve un peu de la sentir aussi près, mais ça va, je prends sur moi, je vais pas me retourner. Mais tu pourrais lui dire « Excusez-moi, vous êtes trop près. » Je vais passer pour une connasse. Oui, on s'en fout. L'autre, elle passe pour une sans-gêne, ça n'a pas l'air de la déranger, en l'occurrence, mais on s'en fiche en fait. C'est toi qui choisis en fait. Soit tu choisis de être dans un inconfort temporairement, parce que voilà, t'as pas envie de, et dans ces cas-là, tu subis pas, c'est un choix. Soit tu te retournes et tu demandes à avoir l'espace dont tu as besoin. Et comment tu vas être jugé? Il y a peut-être des gens qui vont se dire « Oh putain, la chance, moi je rêverais trop de dire ça, mais j'oserais jamais. » Et d'autres qui vont dire « Bah là, ça va, madame a besoin de son espace. » Tu peux pas contrôler ce que les gens vont penser, mais on s'en fout. C'est ton besoin à l'intérieur, tu décides d'y répondre ou pas. Et il y a des conséquences aux deux. Et c'est toujours une histoire de choix. Alors, j'ai pas dit que c'était facile,
J'ai pas dit que c'était... c'est tout simple. Voir l'épisode simple ne veut pas dire facile. C'est pas facile à faire du tout, d'autant plus que c'est pas très bien vu d'écouter ses émotions et de les respecter soi-même, enfin de respecter soi-même le besoin qui est derrière. C'est pas forcément très bien vu. Donc voilà pourquoi une émotion, je trouve, est souvent mal jugée. On aimerait être débarrassé de nos émotions parce que quand même ce serait plus confortable. Et parfois, mais c'est vrai que c'est fatigant, les excès d'émotions, que parfois il y a des grands ups, des grands downs, que c'est fatigant, que c'est compliqué. Mais parce qu'il y a aussi autre chose, c'est qu'à un moment donné, quand le vase est plein et que la moindre goutte d'eau fait systématiquement déborder le vase, il y a une espèce d'urgence qui fait que ça devient douloureux finalement. Donc l'idée, c'est de vider le vase pour récupérer de l'espace et de la souplesse et que une goutte d'eau ne soit qu'une goutte d'eau, à condition de l'écouter et de l'évacuer au fur et à mesure, sinon les gouttes d'eau vont s'accumuler et de nouveau remplir le vase. Donc il y a une vraie hygiène pour moi émotionnelle et un vrai apprentissage d'un vocabulaire émotionnel et aussi de voir à quel type de besoin est rattaché chaque émotion. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair et à peut-être avoir un regard différent sur ton monde émotionnel, sur comment il fonctionne. Alors ça reste quand même assez général, mais s'il y a un point de cet épisode que tu veux que j'approfondisse, ce sera avec plaisir. Donc n'hésite pas à me faire un retour, et puis si cet épisode t'a plu ou que tu penses qu'il pourrait faire du bien à quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager. Je te souhaite une belle journée, matinée, soirée, je ne sais pas à quel moment tu écouteras ce podcast. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine et à tout bientôt. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.